Comment concevoir une politique publique avec 2 grands P pour s'occuper de choses aussi intimes que la parentalité, ce qui était, je le dis sincèrement, une interrogation du début de mes fonctions. Et progressivement, j'élucide la réponse en observant ce que nous faisons et ce sur quoi nous sommes engagés. Et un de nos objectifs de l'avenir immédiat, pour favoriser la stimulation dans un paysage qui pourrait être découragé ou manquant de ressources, c'est de bien ancrer notre connaissance et la planification conjointe de l'action. L'instrument s'appelle des conventions territoriales globales, qui sont un peu des déclinaisons infradépartementales des schémas départementaux de services aux familles. Nous devons, en investissant pour l'avenir, refaire à peu près complètement notre manière de délivrer des prestations. On ne peut qu'être frappé du fait qu'il faille, pour obtenir et garder le RSA ou la prime d'activité, produire 4 déclarations de ressources par an. Le seul fait de regrouper de l'expertise et de la force de travail, en une petite année, vous améliore de plusieurs dizaines de points le niveau de recouvrement de ces impayés de pensions alimentaires. L'élément, je trouve, très juste et très fort de cette stratégie, c'est de considérer que le système de santé ne se découpe pas en morceaux et que si on regarde les points de tension qui s'exercent sur le système, y compris les points de tension qu'on observe dans la sphère hospitalière, ils tiennent pour une large part à un retard ou un défaut d'organisation des soins de ville. Eh bien, il n'est pas interdit de s'inspirer de ce qu'on voit dans des pays autour de nous et permet d'avoir des cabinets médicaux qui soignent plus et mieux. On nous le dit, il faut mettre en place une régulation infra-annuelle, c'est-à-dire en cours d'année sur la ville. Mais le tendanciel de la ville est beaucoup plus fort que le tendanciel de l'hôpital. On va un peu mettre en réserve des crédits du côté de la ville. Il n'y a rien de plus facile que de dire il faut réguler la ville en infra-annuel. Ok, très bien, why not, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on peut tout à fait imaginer qu'on ait des assurés qui ont une complémentaire santé, peuvent accéder à l'ACS. Les complémentaires, vous verrez, joueront le jeu, puisque dans la réforme, on leur garantit le fait qu'elles seront remboursées à l'euro près des dépenses engagées au titre des prestations. Le responsable d'une complémentaire santé qui s'engagera à dire aujourd'hui « je m'engage à augmenter mes dépenses sans augmenter mes recettes », pour moi il est irresponsable. Aujourd'hui, je rappelle aussi que au gré des années, on a perdu beaucoup d'argent parce que on avait un forfait qui ne correspondait pas au prix réel, et qu'on avait d'autre part des frais de gestion assumés par les personnes qui payaient une complémentaire. Les organismes complémentaires pourraient distribuer et gérer l'ACS contributive. Aujourd'hui, nous sommes dans un mode de fonctionnement où la sécurité sociale fait son boulot. Les complémentaires ont un autre travail à faire, ne serait-ce que l'accompagnement de ces personnes. Donc nous considérons que c'est le métier des complémentaires de gérer ce genre de choses, en ayant des services sociaux pour accompagner ces personnes-là qui sont souvent en difficulté. Et nous attendons de voir ce qui va se passer. Contrairement aux autres pays, on ne baisse pas les prestations sociales, on ne baisse pas les pensions de retraite. Contrairement à ce qu'avait fait l'Angleterre, par exemple, ou l'Allemagne. Donc il y a eu un maintien, c'était le gouvernement de l'époque qui a dit on maintient en l'état toutes les prestations sociales, les remboursements des patients, etc. Mais évidemment, ça va entraîner une chute, un déficit. Et depuis, effectivement, ça remonte parce que tout le monde a fait des efforts depuis donc une dizaine d'années. Sauf que, je le dis, la branche maladie reste encore en dessous du niveau zéro, ainsi que le FSV qui est encore autour de 2 milliards de déficit. Dès 2019, il y aura une amélioration et une réduction du reste à charge sur les aides auditives. En prenant l'exemple des aides auditives, parce que ça illustre bien comment cette réforme se met en place. Deuxième chose, on augmente la base de remboursement, donc c'est-à-dire qu'il y a un effort d'investissement de l'assurance maladie obligatoire. Donc les personnes pourront avoir accès à une aide auditive sans aucun reste à charge. C'est un panier de soins qui a été défini avec des critères de qualité et qui répond à tous les besoins de santé pour corriger l'audition. On a prévu aussi qu'il y ait des questionnaires qualité
qui soient mis en place pour que aussi on s'assure d'une part que l'offre est bien présentée, que les patients y ont eu accès, et puis d'autre part qu'ils sont satisfaits, que ça correspond à leurs demandes. Et donc ces enquêtes qualité, elles vont être aussi mises en place progressivement au moment de la mise en œuvre de la réforme. Voilà. Le paysage de la sécurité sociale est assez mouvant et évolué et conduire une stratégie à une vision d'échec possible. Chercher les nouveaux publics, c'est chercher nos nouveaux usagers, notamment les travailleurs indépendants, mais aussi les non-seniors. Là où aujourd'hui, finalement, l'assurance retraite s'adresse principalement aux 55 ans et au-delà, c'est accompagner l'ensemble des actifs parce que la carrière se développe tout au long de l'activité. Le nouveau public aussi, c'est évidemment jouer fortement la carte de la détection pour identifier le plus en amont possible l'usager en réalité quelqu'un qui n'a aucun droit, quelqu'un qui a des droits, et c'est celui qui a le droit de pouvoir réclamer, de pouvoir exprimer son mécontentement. C'est-à-dire qu'il s'agit d'accompagner le fait que les usagers d'hier n'existent plus. Et que fondamentalement, le côté, le service public, c'est une espèce de surpuissance administrative qui délivre, ça n'existe plus. Mais aujourd'hui, de toute façon, l'usager, l'assuré d'un service public, c'est quelqu'un qui est biberonné à Amazon. C'est quelqu'un qui est habitué à commander un livre et à l'avoir 12 heures plus tard. C'est quelqu'un qui est habitué à envoyer un mail à tous les services clientèle possibles quand il y a un truc qui ne marche pas. En revanche, ce que permet le virage numérique sur un exemple comme celui-ci, c'est d'être beaucoup plus sur un dialogue personnalisé avec le sujet et moins sur la gestion d'un flux de masse.